Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 17, Germinal, Émile Zola. Germinal de Émile Zola, encore un de ces grands classiques qu'on a pu lire à l'école. Certains ont été marqués, voire même traumatisés par l'épaisseur de ce livre qui fait plus de 500 pages. On s'attend à de nombreuses aventures fabuleuses et quand on le lit, on est surpris. Alors je vous propose aujourd'hui de reprendre ce livre, d'en analyser le contexte pour comprendre pourquoi il était non seulement important lors de sa parution, mais aussi pourquoi il est toujours lu de nos jours. Pour comprendre tout cela, je vous propose de commencer par notre traditionnel résumé de l'intrigue. Le livre commence avec l'arrivée d'Étienne Lantier à Montsou, après qu'il se soit fait renvoyer de son précédent travail pour avoir donné une gifle à son employeur. Il cherche désespérément du travail et se fait embaucher dans les mines de Montsou, où il découvre les terribles conditions de travail. Il se loge d'abord chez une famille de mineurs et il tombe amoureux de Catherine, l'aînée des filles, mais cette dernière est déjà la maîtresse de Chaval, un ouvrier violent. Un jour, la compagnie des mines, qui emploie Étienne, s'appuie sur la crise économique pour décréter une baisse de salaire déguisée. Étienne est révolté et convainc les mineurs de faire la grève en expliquant son rêve d'une société plus juste et égalitaire. Dès le début de la grève, la compagnie des mines adopte une position très dure et refuse toute négociation, ce qui pousse les mineurs, de plus en plus affamés, à intensifier leur lutte. Lors d'un mouvement de rébellion, plusieurs mineurs défient les soldats déployés sur place et ces derniers se mettent à leur tirer dessus. Maheu, l'homme qui hébergeait Étienne, est tué par des soldats. Peu à peu, les mineurs se résignent à recommencer à travailler. Sauf qu'à ce moment-là, Souvarine, un ouvrier anarchiste, sabote le puits, ce qui provoque un effondrement et l'inondation des galeries. Beaucoup d'ouvriers meurent. Étienne, Catherine et Chaval sont bloqués dans la mine. Les tensions montent et, suite à une provocation de Chaval, Étienne le tue. Catherine, quant à elle, va mourir dans ses bras juste avant l'arrivée des sauveteurs. Étienne, lui, s'en sort vivant. Il repart pour Paris, où il veut consacrer ses efforts à l'organisation syndicale et politique des ouvriers pour améliorer leurs conditions. Il est sûr qu'ils parviendront à se défaire de cette injustice. Bien que forcés à retourner au travail, les ouvriers, eux aussi, se rendent compte de l'injustice et entrevoient leur victoire prochaine. Voilà donc le résumé de ce magnifique roman. Ce qui est particulier et qui ressort quand on résume le livre, c'est qu'au final, la situation a peu changé entre le début et la fin du roman. Les ouvriers travaillent dans les mauvaises conditions et sont très peu payés. Le seul changement qu'a apporté cette grève est de nombreuses morts. Et pourtant, il y a bien plus que ça. Malgré tous les malheurs et l'échec de la grève, il y a un message d'espoir qui se dégage et que je vous propose d'analyser. Mais avant ça, sortons un peu du livre. Parce que oui, il y a bien ce que le livre décrit, mais il y a aussi nous, les lecteurs, à qui le livre s'adresse. C'est sûr qu'en lisant toutes ces injustices, on a envie que la grève fonctionne. On est pris d'empathie pour ces pauvres mineurs qui subissent des conditions terribles. Et c'est aussi un des buts de Zola. En plus de nous raconter une histoire, il voulait qu'on comprenne la vie des ouvriers français. Ce livre s'inscrit dans la série des Rougon-Macquart. Ce sont 20 livres publiés entre 1870 et 1893 qui racontent le destin des membres d'une famille. Chacun de ces livres prend une thématique qu'il décrit. Au bonheur des dames raconte l'histoire des grands magasins. L'Assommoir parle du monde ouvrier et des ravages de la misère et de l'alcoolisme. L'œuvre traite de la vie des artistes de la fin du XIXe siècle. Bref, de nombreux romans célèbres qui dressent un tableau de la France de l'époque d'Émile Zola. Et tout ça, ce n'est pas étonnant d'ailleurs, puisque Zola est, tout comme Maupassant, dont nous avons parlé dans le premier épisode de Brume littéraire, un naturaliste. En plus de décrire le monde tel qu'il est et non tel qu'on le souhaiterait, il s'intéresse de manière scientifique aux personnages et au milieu. Qu'est-ce qui fait que les personnages agissent d'une telle manière ou d'une autre ? Zola essaie de dépasser ce qu'il voit pour pouvoir en comprendre les raisons, comme de nombreux scientifiques l'ont fait dans leurs champs respectifs à l'époque. C'est donc avec ce filtre naturaliste qu'il faut lire Germinal. Le but n'est pas simplement que le lecteur soit distrait par le livre qu'il a entre les mains, mais il est poussé à se poser lui-même la question du sens de la justice. Comment se place-t-il par rapport à la réalité décrite ? Zola ne veut pas laisser indifférent, il veut faire réagir. Et avec le naturalisme, il veut faire une œuvre scientifique quitte à donner des frissons au lecteur en lui montrant le pire de l'homme. Alors retournons dans le texte. Quels sont les thèmes, les messages que l'on peut lire dans ce livre ? Bien sûr, il y a la mine et l'enfer qu'elle représente. Tout au long du roman, on suit Étienne qui vient de perdre son travail. Lui, tout comme nous, ne connaît rien à la réalité de la mine. C'est en le suivant lui qu'on découvre ce qui s'y passe. C'est aussi pour ça que Zola décrit aussi précisément chaque détail. Il veut que chaque lecteur puisse s'imaginer lui-même entrer dans la mine aux côtés d'Étienne, qu'il puisse voir ce qui s'y passe, ressentir les mêmes sensations de malaise, de désespoir, pour qu'il ait l'expérience la plus complète. Zola ne nous décrit pas seulement ce qu'est une mine, il nous donne l'impression d'y être. Et cet enfer qu'est la mine est un enfer assez particulier, puisque contrairement au vrai enfer qu'on associe aux mythes et aux religions,
Ici, c'est quelque chose qui a été créé par les humains. Les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Les conflits sont nombreux et malgré tout leur dur labeur, les hommes, les femmes ne parviennent pas à s'en sortir. Pire que ça, pour joindre les deux bouts, ils sont obligés de faire travailler leurs enfants, les emportant dans cet enfer avec eux. Ils semblent impuissants face à cette situation, et même en faisant la grève, ils ne peuvent rien changer à leurs conditions. Cette situation est exacerbée lors de l'effondrement, alors que certains d'entre eux sont bloqués dans les mines. L'atmosphère devient étouffante, et en plus du caractère humain, on dirait aussi que la mine influence le comportement de certains personnages. Dans ce texte d'ailleurs, les émotions et les réalités humaines sont mêlées à la réalité des conditions dans lesquelles les personnages vivent. On parle de la famille, de l'alcool, du désespoir, de l'espoir aussi, des conflits bien sûr, et de l'amour. Malgré ces conditions terribles, les hommes restent des hommes. Et ce n'est pas parce qu'ils sont réduits à la mine et qu'ils y sont confinés qu'ils n'ont pas aussi des émotions. C'est d'ailleurs l'un des thèmes qui rend ce livre si intemporel. Finalement, Zola nous dit que, quelle que soit la condition sociale, quelle que soit la conviction politique, chaque homme ressent des émotions similaires et que, fondamentalement, rien ne nous sépare les uns des autres. Finalement, c'est la société, ce qu'elle nous impose et son fonctionnement qui en crée artificiellement nos différences. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que ce livre est un appel à la révolution ? Eh bien, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est plus complexe que ça. Dans ce livre, on parle bien sûr de révolution, mais il y a plusieurs types de révolution. Prenons un exemple. Étienne, Rasseneur et Souvarine sont tous les trois hostiles au patron et désirent la révolution. Par contre, ils ne veulent pas agir de la même manière. Étienne veut renverser la bourgeoisie et le patronat, dans le but de créer un monde dans lequel les classes sociales n'existeraient plus. Après avoir lancé sa grève, cependant, il se laisse vite dépasser par l'enthousiasme révolutionnaire qu'il a suscité et la foule lui échappe. C'est aussi pour ça en partie que les mineurs l'accuseront d'être le responsable de toutes les mauvaises choses qui leur arrivent. En plus, lui qui n'était pas un mineur par le passé, se met parfois à les mépriser. D'ailleurs, Zola écrit bien que ces ouvriers dont l'odeur de misère le gênait maintenant. Ça semble assez paradoxal quand on repense à son ambition initiale. À la fin du livre, il va partir à Paris pour réaliser ce qu'il a raté à Montsou. On peut dire que Étienne prône un marxisme de base. Rasseneur, le patron du cabaret, est plus lucide qu'Étienne et il incarne la voie moyenne. Il pense qu'au lieu de faire la grève, il faudrait négocier avec la compagnie. Il est contre toute forme de violence et il est persuadé que la grève mènera les mineurs à la catastrophe. Il est donc en rivalité politique avec Étienne. Souvarine, finalement, un machineur d'origine russe, représente le nihilisme et l'anarchisme politique. Il ne croit pas du tout aux idées socialistes d'Étienne et il pense que la seule solution est la destruction. Il dit d'ailleurs « Allumez le feu aux quatre coins de la ville, fauchez les peuples, rasez tout, et quand il ne restera plus rien de ce monde, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. » Vous l'avez compris, il considère que notre monde n'a plus aucune chance de changer, et que le seul moyen d'avoir un peu d'espoir, c'est de recommencer à zéro. Zola incarne à travers ces trois personnages, trois théories politiques différentes. Étienne représente le socialisme exacerbé, Rasseneur illustre le socialisme modéré, et Souvarine, l'anarchie révolutionnaire. L'auteur ne donne pas une réponse définitive, il ne dit pas ce qui est juste et ce qui est faux. Il montre bien l'échec du projet d'Étienne, mais rien ne dit que l'échec n'est pas dû à une mauvaise gestion. On lit trois théories différentes sans vraiment savoir laquelle est la bonne, et sans non plus savoir si l'une d'entre elles est la bonne. Il montre cependant que le désir de changer est bien présent dans l'esprit des ouvriers, et que leurs conditions de vie insupportables les poussent à se poser des questions. Zola fait plus qu'imaginer cette histoire. En vrai naturaliste, il a commencé par se documenter sur le sujet avant de partir sur le terrain en 1884 lorsque de grandes grèves éclatent dans des mines au nord de la France. Il y a passé une dizaine de jours à interroger les grévistes pour comprendre leurs raisons et leurs idées. Aujourd'hui, le travail à la mine nous parle peut-être un peu moins en Europe, mais ce texte reste tout de même extrêmement poignant et il éveille quelque chose en nous. Quand nos conditions se détériorent, ce texte revient, et c'est justement ça qui le rend intemporel. En plus de nous décrire précisément un mode de vie passé, il nous parle de nous, et il est d'une actualité incroyable. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.